Ouverte et je vous demande d'accueillir chaleureusement derrière vos écrans nos deux premiers intervenants, Séverine Artière du bureau de Marseille et Jérôme Ars du bureau de Paris. Euh, Messieurs, dames, c'est à vous pour nous expliquer comment on peut traiter les urgences en matière de droit social. Puisque c'est vrai que, je l'expliquais tout à l'heure, hein, il y a plusieurs urgences sanitaire, économique, sociale. Et donc, par rapport à ce que nos organisations employeurs vivent, en tant qu'experts en droit social, vous avez certainement de bons tuyaux afin que nos DRH développent de bons réflexes. C'est le maître mot de notre année 2020, je crois, pour tous les RH, pour tous les praticiens un peu. C'est l'urgence. Le droit social n'y a pas échappé, hein, puisque on a désormais un travail qui est assez obsolète et en tout cas complété par un certain nombre de documents écrits qui constituent des prescriptions à appliquer dans le cadre qui soient soit des dérogations, soit des adaptations, soit des nouveautés qui sont applicables dans le cadre de cette crise sanitaire. Donc on voulait vous présenter cette petite intervention, cet atelier sous forme de guide de bonne pratique et adopter des bons réflexes pour passer cette crise le mieux possible. Donc 3 réflexes à aborder. Le premier, ça sera évidemment le réflexe numéro 1, santé, sécurité avant tout, et comment on fait pour, dans ce contexte, assurer la santé et la sécurité de nos collaborateurs. Le réflexe numéro 2, ça sera l'adaptation de l'activité avec les mesures et les outils qui sont à notre disposition pour pouvoir ajuster l'activité avec l'activité partielle, qu'elle soit de droit commun ou de longue durée, et c'est une multiple adaptations, modifications à maîtriser. Et le dernier, ça sera évidemment la place du dialogue social dans tout ça et comment ce dialogue social peut se mettre en place malgré la distance et malgré les circonstances qui font que parfois on est plutôt dans la régularisation de pratiques qu'on a déjà mises en place, mais néanmoins avec un dialogue constructif et des échanges assez importants avec nos différents partenaires sociaux. Le maître mot, c'est effectivement l'adaptation, hein, être capable de pouvoir réagir et se mettre en conformité avec des décisions, des ordonnances, voire des décrets qui sont parus la veille à 23h, à mettre en place le matin même à 8h dans vos entreprises, ou parfois même à mettre en place avant même que l'ordonnance n'ait été vraiment promulguée, parce que les informations ont été communiquées notamment via BFM, outil juridique que l'on connaît tous. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a un principe qui est dans le Code du travail et qui, celui-là, n'a pas bougé, c'est l'obligation de sécurité de résultat. C'est-à-dire que l'article du Code du travail, il implique que l'employeur doit prendre toutes les mesures pour protéger la santé et la sécurité des collaborateurs. Mais cette obligation-là, elle recouvre une multitude de contraintes et d'obligations qui peuvent faire que, à un moment donné, les juges considéreront que parce qu'il manque une mesure de prévention, vous n'aurez pas respecté votre obligation de sécurité. Et c'est sous le visage de cet article-là que vous pourrez être condamné. Dans le cadre des mesures mises en place dans le cadre de cette crise sanitaire, il y a beaucoup de paperasse à mettre en place, il y a beaucoup d'écrits, et il faut absolument être vigilant là-dessus, parce que vous le verrez avec l'illustration qu'on aura tout à l'heure sur les décisions de justice qui ont pu être rendues, notamment sous le premier confinement, en matière de santé et sécurité, il y a vraiment une obligation, les juges s'attachent à vraiment regarder que vous ayez mis en place des procédures, une mise à jour du document unique d'évaluation des risques, un plan de continuité d'activité, et c'est marrant parce que ça fait un peu écho à ce que, pour ceux qui étaient là l'année dernière aux rencontres d'automne l'année dernière, on avait adopté on avait parlé du plan de continuité d'activité, notamment, alors c'était pour plutôt la problématique des gilets jaunes, mais elle s'applique encore pleinement, et je me rappelle les échanges qu'il y avait eu à ce propos-là, la nécessité de préparer un plan de continuité d'activité
quand on n'est pas dans situation de crise, c'était un des sujets qu'on avait abordé l'an dernier et qui est encore plus important aujourd'hui avec la situation qu'on connaît. Il va falloir mettre en place un certain nombre d'informations et pour s'assurer de l'information des salariés, c'est de l'affichage, c'est de la signalétique, c'est voilà, qui concerne, alors vous avez sur le site du gouvernement, du ministère du Travail, un certain nombre d'aides, de guides pratiques qui s'appliquent en fonction, qui vous aident à mettre en place cet affichage, cette signalétique en fonction des types d'activités. Et puis aussi, ça veut dire, et on le verra aussi dans ce réflexe-là, repenser l'organisation du travail. Quand on vous enjoint de mettre en place du télétravail, de lisser les horaires et d'aménager les horaires de manière à ce que les salariés ne se croisent pas, ça nécessite nécessairement de repenser l'organisation du travail. Et tout ça, au-delà de le repenser, c'est de le retranscrire dans de l'information qui soit à la fois à destination des représentants du personnel et des organisations syndicales, à la fois de l'ensemble des salariés et à la fois des tiers à l'entreprise que peuvent être l'inspecteur du travail, le médecin du travail, les services de santé au travail et, dans le cas du contentieux, le juge. Depuis ce deuxième confinement, vous avez des obligations supplémentaires. Enfin, quand on dit des obligations, c'est effectivement des dispositions qui sont prévues par le nouveau code du travail qui est le protocole national sanitaire, puisque c'est, même si le Conseil d'État nous a confirmé que ce n'était pas des dispositions légalement obligatoires et applicables, elles sont néanmoins des mesures qui, si elles ne sont pas respectées, il faudra être en mesure de pouvoir justifier que néanmoins, même sans avoir appliqué ce protocole-là, vous avez tout mis en place pour pouvoir assurer la santé et la sécurité de vos collaborateurs. Et autant vous dire que dans une situation où on serait amené à constater un accident ou une contamination, un cluster, comme on dit pour le Covid, dans votre entreprise, il va falloir ramer et sortir les rames de manière et ramer très fort pour pouvoir démontrer que même en n'ayant pas appliqué le protocole, on avait néanmoins pris toutes les mesures pour s'assurer de la santé et de la sécurité de nos collaborateurs. Dans ces mesures-là, à savoir les nouvelles obligations dans le cadre de ce protocole national sanitaire, c'est avoir un référent Covid. Après le référent égalité, le référent handicap, voici le référent Covid, qu'il faut former, qu'il faut informer et qu'il faut mettre en charge, donc à donner les moyens de pouvoir mettre en place un plan de sensibilisation sur les pratiques sanitaires, les gestes barrières, etc. Il y a également les consommables, masques, etc., gel à avoir dans l'entreprise. Et les illustrations qu'on peut avoir de l'obligation de sécurité, ça va très loin. Alors, on a pris l'exemple de l'ordonnance qui concerne la Poste qui avait été assignée devant le tribunal judiciaire de Paris pendant le premier confinement par une organisation syndicale, pour Sud, pour ne pas la nommer, Sud PTT, qui avait considéré que la Poste ne mettait pas en place toutes les mesures de santé, de protection et de prévention de la santé et de la sécurité des collaborateurs. Et le juge, bien qu'ayant constaté que la Poste n'était pas restée inactive, loin de là, puisqu'elle a constaté qu'il y avait beaucoup de documents, d'affichage, d'informations qui avaient été communiqués et auprès des représentants du personnel et auprès des salariés. Elle a néanmoins condamné la Poste et au seul motif que l'employeur n'avait pas mis à jour le document unique d'évaluation des risques et s'était contenté en fait de multiplier les affichages et les informations, ce qui était une bonne chose, mais qui était uniquement la reproduction des recommandations officielles du gouvernement et des autorités sanitaires. Et le juge de dire qu'il faut aller plus loin dans son obligation d'assurer la santé et la sécurité des collaborateurs. L'employeur ne doit pas se contenter d'afficher les recommandations, il doit aller plus loin et faire un vrai travail de mise en place de mesures de prévention. Et ça passe obligatoirement
par la mise à jour du document unique d'évaluation des risques. Et c'est la raison pour laquelle la Poste avait été condamnée et qu'elle avait été enjointe à élaborer et diffuser le document unique d'évaluation des risques mis à jour des différentes mesures liées à la crise sanitaire Covid-19. Donc, pour être sûr de pouvoir mettre à jour notre document unique, qui va être en fait notre architecture, notre guide des mesures mises en place, et qui sera le premier document que va regarder l'inspection du travail si elle doit venir contrôler dans votre entreprise, c'est voir quelle a été votre démarche pour identifier les différents risques et pour assurer la mise en place des mesures de prévention. Donc, quelques recommandations pour mettre en place cette démarche santé-sécurité. Évidemment, associer toujours les représentants du personnel, notamment le CSE, parce qu'il va avoir son obligation à la fois d'information et à la fois de consultation sur certains sujets. Vous le verrez tout à l'heure avec Jérôme. N'hésitez pas à consulter la commission santé-sécurité et conditions de travail lorsque vous l'avez dans vos entreprises. Nommer évidemment le référent Covid, le former et l'informer. Réaliser une étude concrète des risques liés à l'épidémie de Covid-19 et la traduire dans votre document unique d'évaluation des risques. Réfléchir et adapter l'organisation du travail, et ça va faire ma transition avec le sujet d'après dans ces réflexes santé-sécurité à avoir, qui va être dans le cadre de l'adaptation de l'organisation, c'est la notion de télétravail. Le télétravail, c'est la recommandation phare de ce protocole version 2, puisque l'activité économique étant maintenue pour une grande partie, les employeurs ont été enjoints dans le cadre du protocole national sanitaire, et de plus en plus, au fur et à mesure de leur dernière mise à jour, sachant que la dernière mise à jour date du 13 novembre, ce protocole national sanitaire impose aux entreprises de mettre en place le télétravail à 100% lorsque cela est Madame Borne nous le rappelle souvent. Voilà, elle nous le rappelle souvent, et elle a mis une petite piqûre de rappel auprès de la Direction générale du travail, puisque dans une directive du 3 novembre, l'inspection du travail a expliqué qu'ils allaient effectuer des contrôles, que l'obligation, elle était bien dans les entreprises d'établir la cartographie des activités et des postes qui étaient télétravaillables ou pas, dans quelle proportion, et d'appliquer le télétravail partout où le télétravail est possible. Et que les contrôles seraient élaborés sur cette base-là. Donc effectivement, même s'il n'y a pas d'obligation légale de mettre en place le télétravail en période de crise sanitaire, parce que le Code du travail ne le prévoit pas, le Code du travail, il prévoit quoi? Il prévoit simplement la possibilité pour l'employeur d'imposer le télétravail aux salariés lorsqu'il y a des circonstances exceptionnelles telles qu'une crise sanitaire, par exemple. Et la démarche, elle doit être effectivement d'une cartographie, de dire quels sont les salariés qui peuvent effectuer leurs tâches à distance ou pas, tout ou en partie, de les distinguer de ceux dont l'activité doit être obligatoirement exercée sur place, et après de définir la jauge, c'est-à-dire de quel niveau de télétravail on peut appliquer lorsque les tâches faites par le salarié sont toutes télétravaillables. Est-ce que ça suppose que le salarié ne doit jamais venir dans l'entreprise, ou est-ce qu'on peut considérer une certaine tolérance sur les allées et venues des salariés dans les locaux de l'entreprise? Madame Borne a quand même un petit peu atténué tout télétravail en disant qu'effectivement, il y avait parfois des situations personnelles qui faisaient que le salarié pourrait être en grande souffrance s'il était isolé à 100% chez lui en télétravail, parce que les conditions de télétravail n'étaient pas du tout adéquates, ou en tout cas source de garantie d'assurer sa santé et sa sécurité. Il était possible et envisageable de pouvoir organiser des présences dans l'entreprise, à condition bien évidemment d'adapter l'organisation du travail de manière à lisser les horaires, à faire que le moins de monde possible dans l'entreprise.
Et le télétravail peut être aussi très, très, très destructeur, avoir des risques psychosociaux qu'il faut prendre en compte aussi de plus en plus. Et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas parce que vous avez mis tous vos salariés 100% en télétravail que vous aurez forcément tout bon et tout juste en cas de contrôle de l'inspection du travail ou en cas de contentieux sur le respect de l'obligation de sécurité. Parce que il faudra accompagner cette mise en place du télétravail. Elle est aujourd'hui tellement brutale qu'on se rend compte qu'il y a des situations qui sont réellement dramatiques. Et le télétravail doit s'accompagner de la mise en place de formations, d'accompagnement des managers, parce que l'encadrement à distance n'est pas le même que l'encadrement en présentiel. L'organisation de maintenir le lien entre les salariés, les outils informatiques à disposition, les outils de visioconférence, etc. Tout ça, c'est des choses qui doivent être cadrées, organisées et idéalement négociées avec vos partenaires sociaux de manière à trouver une juste organisation qui permette à la fois de respecter les préconisations de distanciation liées à la crise sanitaire que nous vivons, sans toutefois dégrader l'état de santé psychologique des collaborateurs lié à l'isolement et au manque d'échange qui peut être entre manager et salarié ou entre collaborateurs tout bêtement autour de la machine à café. Et ça, le confinement nous aura bien montré qu'effectivement, le tout télétravail n'est pas une source d'équilibre. Et c'est ça. Et en fait, quand on se rend compte que y avait une étude qui a été faite l'année dernière sur le télétravail, l'état des lieux des pratiques après des ordonnances Macron qui avait généralisé la mise en place du télétravail. Et on se rend compte que ça se mettait en place, mais de manière assez lente, et qu'il y avait à peu près 30% ou 35% des entreprises en France qui avaient conclu un accord sur le télétravail, ce qui n'est pas énorme, et que la démarche, elle était plutôt proactive de la part des salariés. Les collaborateurs attendaient cette mesure de télétravail libératrice. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec l'obligation et le fait d'avoir été imposé, d'avoir travaillé pendant plusieurs mois en télétravail, quand on a parlé reconfinement, toutes les entreprises se sont retrouvées confrontées aux salariés qui disaient « mais non, je ne veux pas retourner en télétravail, moi, pitié, laissez-moi revenir dans l'entreprise ». C'est-à-dire que c'est dire si en fait l'idéal qui était l'inconscient collectif sur le télétravail, on en est revenu aujourd'hui, et la pratique va beaucoup nous apprendre sur les futures réflexions et accords qui seront mis en place dans les entreprises sur le télétravail. La transition sur le télétravail va nous permettre de basculer sur l'adaptation de l'activité de l'entreprise avec bien évidemment des éléments que vous connaissez maintenant par cœur et qui résultent des protocoles sanitaires successifs et particulièrement du dernier, avec cette infographie que vous pouvez voir et qui va résumer en réalité toutes les mesures que l'on va devoir mettre en œuvre dans l'entreprise, avec bien évidemment les difficultés que l'on va rencontrer, la distanciation sociale, les respects des gestes barrières, les problématiques d'absence, et on verra également quelles peuvent être les mesures qu'il va falloir prendre lorsqu'on va être confronté soit à la problématique du cas contact, soit au salarié qui va avoir être atteint du Covid, problématique de garde d'enfants ou personnes vulnérables, et vous le voyez avec des régimes qui vont être différents. Donc, bien évidemment, comme vous le disiez Séverine, on est sur l'obligation de sécurité de manière générale, hein, et c'est sur ce fondement juridique qu'en réalité l'administration du travail, et c'est sur ce fondement également que la ministre, puisqu'il n'y a pas de texte, hein, comme on vous l'a dit, particulier pour pouvoir imposer le 100% télétravail, c'est la sécurité, la prévention de la santé et de la sécurité qui va prévaloir.
Et on va voir bien évidemment que à chaque étape, hein, parce qu'il y a eu des arrêts de la Poste, mais il y en a encore des plus récents, notamment du tribunal judiciaire de Nanterre qui a suspendu toutes les mesures qui avaient été mises en œuvre par l'employeur dans la mesure où le CSE n'avait pas été consulté, ce qui veut dire qu'à chaque mesure prise et avant de les prendre, il faut informer et consulter. Et d'ailleurs, le dernier protocole indique très clairement qu'il faut associer en amont et le plus possible les instances représentatives du personnel et le dialogue social dans l'entreprise. Le chômage partiel et l'activité partielle, hein, donc on dit plus aujourd'hui activité partielle que chômage partiel. Donc on s'est mis du jour au lendemain en activité partielle avec des dispositifs qui ont là aussi été adaptés, qui ont été modifiés, qui sont en cours de modification et qui vont nécessairement être encore adaptés à partir du 1er janvier 2021. D'accord ? C'est que, bien évidemment, si j'ai une réduction d'activité ou si je suis en cessation d'activité du fait du Covid, je vais pouvoir bénéficier et mettre mes salariés en activité partielle. Aujourd'hui, l'administration a 15 jours pour refuser l'activité partielle. D'accord ? Le délai exceptionnel de 2 jours a été supprimé et il est supprimé depuis le 1er octobre. Donc, si aujourd'hui je devais faire une demande d'activité partielle, l'administration a 15 jours pour accepter ou refuser. En cas de silence de l'administration, ça vaudra acceptation. Si vous n'avez pas de réponse, pas de souci, c'est accepté. Si la demande n'est pas acceptée, l'administration, la directe, va vous écrire. On ne changera pas de régime au 1er janvier. Par contre, si je devais faire une nouvelle demande initiale à partir du 1er janvier, dans ce cas de figure, ça serait effectivement de 3 mois et je basculerai dans le régime d'activité partielle avec des conditions qui vont être totalement dégradées. Je parle à ce jour, d'accord ? Et totalement dégradé pour l'ensemble des secteurs. 1er janvier, parce que vous voyez que pour le 1er janvier, la réduction de l'allocation d'activité partielle pour l'employeur est égale à 36%. C'est-à-dire que l'employeur bénéficiera, à compter du 1er janvier, dans le régime de droit commun de l'activité partielle, d'une indemnisation de l'allocation de chômage partiel qui, elle, va être à 60% pour tous les salariés. Et lui, l'employeur va bénéficier uniquement de 36%. Alors pourquoi cela ? Pour inciter les entreprises à basculer dans le régime, ce qu'on a appelé au départ le régime de l'arme, bon, très bien, et qu'on appelle aujourd'hui l'APLD, l'activité partielle de longue durée. Aux armes, citoyens. Exactement. Par le biais d'un accord collectif, obligatoirement, permettre à l'entreprise de pouvoir bénéficier d'une indemnisation de 60% sur les 70% qui vont être versés aux salariés. Ça veut dire qu'il faut se poser la question de savoir si, à compter du 1er janvier, on n'a pas intérêt à négocier, ou en tout cas négocier tout de suite, éventuellement, un accord permettant de recourir à l'activité partielle de longue durée. Alors, c'est combien la longue durée ? Une activité partielle de longue durée avec un accord qui va me permettre de déterminer cette activité partielle de longue durée pendant 24 mois sur 36 mois. D'accord ? Ce qui est important de savoir, il y a plusieurs éléments clés sur ce dispositif. Cet accord va devoir vous permettre de prendre des engagements, d'accord ? Des engagements qui limitent le nombre d'heures chômées indemnisables sur toute la période de l'accord à 40% du temps de travail, ce qui voudra dire qu'il faudra qu'il y ait des périodes travaillées et des périodes non travaillées, et surtout vous interdit de procéder à des licenciements économiques sur les postes ou les services qui ont été identifiés dans l'accord.
D'accord? Ce qui veut dire que je ne peux pas licencier des salariés qui auraient été, des catégories de salariés qui auront été visées dans l'accord. En réalité, l'activité partielle de longue durée a pour objectif de maintenir l'emploi dans les entreprises, associer au maximum vos partenaires sociaux. Hein. Moi, je me définis souvent comme un conseil en dialogue social, parce que sans dialogue social dans l'entreprise, finalement, on n'arrive pas à grand-chose, et surtout aujourd'hui, avec les dispositifs et les possibilités que l'entreprise a de déroger aux dispositions supplétives du Code du travail. Hein, l'impératif, ça, on ne peut pas y déroger, mais le champ de la négociation collective aujourd'hui dans l'entreprise est phénoménal. Hein, donc, il faut se poser énormément de questions sans vouloir renverser la table systématiquement, mais est-ce que je ne peux pas adapter mes dispositifs existants, voire déroger aux dispositions conventionnelles. D'accord ? Dans le cadre de la crise que nous connaissons, le rôle du CSE est effectivement essentiel. Ça a été rappelé à de nombreuses reprises et comme je vous l'ai dit encore dans le dernier protocole sanitaire. C'est bien entendu le président qui convoque. L'ordre du jour est fait en concertation avec le secrétaire. Les mesures sanitaires ne dispensent pas de cela. Le PV est diffusé conformément aux règles habituelles, après avoir été adopté, diffusé dans l'entreprise par le secrétaire sur les modalités prévues par le règlement du comité, mais il peut aussi être diffusé. Alors, on a tout imaginé, c'est-à-dire avec peut-être le bulletin de paye du salarié. Bien évidemment, si on a un intranet, ça règle la question parce que vous allez informer vos salariés que le PV est a été diffusé dans le cadre de l'intranet. Ou alors sur la boîte mail personnelle, c'est arrivé également, mais là, dans ce cas de figure, il faut l'accord individuel du salarié, ce qui peut être compliqué dans le cadre d'une entreprise un peu importante. Pour les toutes petites entreprises, ça pose pas forcément de difficultés, mais pour les entreprises un peu plus importantes, c'est en termes d'effectifs, c'est moins pratique. En toute cette cause, elles ont souvent des intranets, donc on diffuse sur l'intranet. Mais il vaut mieux quand même que toutes ces mesures, quitte à faire, pourquoi pas, un avenant au règlement intérieur du CSE, soient prévues. Et là encore en concertation avec le comité entreprise. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que j'ai tenu mon timing. Parfait. Il est 9h59. Parfait. Si tu veux passer le slide suivant, Jérôme, pour tes contacts. Oui. Voilà, puisque je vous invite sincèrement à prendre contact avec nos équipes pour prendre rendez-vous avec Jérôme et ses équipes à lui qui ont mobilisé cette journée et demie pour pouvoir répondre.